Merci à tous de nous avoir rejoints, Ahmed et moi, pour ce webinaire, du coup. Ce webinaire donc, qui vise à proposer, à suggérer une nouvelle méthodologie un peu innovante pour satisfaire la nouvelle réglementation de l'ESMA. Donc, on rappellera tout ça, évidemment, on contextualisera l'aspect réglementaire, on contextualisera l'aspect mathématique. Merci à ceux qui nous ont rejoints et qui sont intéressés par les mathématiques, par les statistiques. Merci à ceux qui sont intéressés par l'aspect plus réglementaire ou tout simplement ceux qui veulent en savoir plus ou qui sont des professionnels de l'asset management plus généralement. On va essayer de répondre du mieux qu'on peut à vos questions à la fin et en attendant, on va commencer par se présenter rapidement. Je te laisse l'honneur, Ahmed. Tu veux te présenter rapidement? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Ahmed Saadi, je suis diplômé de l'école des mines de Saint-Étienne et titulaire d'un master en finance de marché. J'ai rejoint Nexalog en mai 2020 dans le cadre d'un stage justement sur les stress tests de liquidité. Donc j'ai fait une partie, le stage chez Nexalog et aussi une deuxième partie chez Groupama Asset Management. Ensuite, en ce moment, j'interviens chez CNP Assurance au niveau des directions des investissements. Merci. Donc, moi, je suis Luc Vermogoshi, manager, l'un des managers de la Business Unit Global Markets chez Nexalog Consulting, que j'ai intégré il y a 4 ans, tout juste. Et j'interviens actuellement, donc je suis double diplômé de maths à la Sorbonne et de l'ESCP Europe. Et j'interviens actuellement chez Exlixor, maintenant Amundi, en tant que responsable de l'activité risque sur les fonds de gestion active depuis un peu plus de 6 mois. Du coup, juste pour vous rappeler le format, donc on va présenter notre travail pendant 45 minutes. À l'issue de ces 45 minutes, on vous laissera intervenir et poser toutes les questions que vous voudrez. On essaiera d'y répondre du mieux possible. Dans l'idéal, dans un intervalle de temps de 15 minutes. Si impossible, on pourra évidemment prolonger la présentation et ceux qui voudront partir pour satisfaire d'autres impératifs le pourront bien évidemment. Vous avez pour poser des questions un onglet discussion, donc on lira, soit vous utilisez vos micros, soit vous pouvez communiquer via le chat discussion. Sachez qu'on lit en direct ce qui est dans l'onglet discussion, donc si vous souhaitez poser des questions et nous interrompre éventuellement pour une question que vous jugez importante et qui ne doit pas attendre la fin de la présentation, n'hésitez vraiment pas à le faire. Je vais commencer. Du coup, alors, le sommaire, on va évidemment, comme je l'ai dit en propos introductif, rappeler et contextualiser l'aspect réglementaire de ce texte, de ces recommandations de l'ESMA, comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là et en quoi ça consiste. Ensuite, on fera une introduction purement mathématique, totalement indépendante de la partie 1 de la théorie des valeurs extrêmes. On appliquera cette théorie à la modélisation du passif en partie 3, qu'on devra confronter évidemment à une stratégie d'écoulement de l'actif, et c'est ce que nous verrons en partie 4. Et en partie 5, on verra donc l'application, la conclusion et l'exemple sur un portefeuille fictif que nous avons construit. Et on fera une petite ouverture en partie 6 en présentant les limites du sujet, les avantages évidemment, parce que si on présente cette méthodologie, c'est qu'il y a des avantages par rapport aux méthodologies qu'Ahmed et moi avons pu observer sur la place à l'heure actuelle en asset management. Également certaines limites, mais aussi comment combler ces limites. Voilà. Puisque comme toute méthodologie, les limites peuvent être contournées dans une certaine mesure, bien évidemment. Alors, l'historique réglementaire, je vais passer une petite frise chronologique de l'évolution des nouveaux textes réglementaires entre
disons, sur les 20, un peu plus de 20 dernières années, que ce soit pour les banques et sur les fonds. Et je rappelle comment progressivement on s'oriente d'une part vers des demandes des réglementaires, des régulateurs, pardon, orientés sur la stratégie de stress test des banques et des fonds et des assurances. Donc, comment les régulateurs demandent de plus en plus de stress tests, d'une, et de deux, comment les régulateurs demandent des calculs d'indicateurs de risque de liquidité de plus en plus fréquemment depuis une vingtaine d'années, que ce soit sur les banques et sur les fonds. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a un événement déclencheur, une faillite, disons une faillite emblématique, Lehman Brothers pour les banques, Long Term Capital Management pour les fonds. Dans les deux cas, ce qui est très intéressant et qu'il faut souligner parce que ce n'est pas forcément dans la culture, c'est que ce sont des faillites qui sont en réalité liées à un problème de liquidité. À très court terme, certes, pour Lehman Brothers, à plus long terme pour Long Term Capital Management, qui a investi sur des actifs totalement illiquides, alors que Lehman Brothers a un problème de financement à très court terme sur des repos et reverse repos. Mais systématiquement, c'est ce problème de liquidité qui a déclenché la faillite définitive, qui a entériné en fait l'événement de défaut de ces deux entités. Pareil pour Bear Stearns d'ailleurs, ce qui est mal orthographié autant pour moi. En 2009, on a assisté à la création du Supervisory Capital Assessment Programme, qui était en fait un premier programme de stress test des banques à l'époque. Donc pour la première fois, le régulateur américain a demandé à toutes les banques en fait, les plus grosses de faire un one-time stress testing exercise en gros. Et c'est donc la première fois lors de ce programme qu'ont été évaluées les capacités de résistance aux périodes de stress de marché ou de marché uniquement à ce stade des plus grosses banques américaines suite à la crise du coup de 2008. Et on a les accords de Bâle 3 en 2010 qui, je le rappelle ici, exigent donc, en gros ce prolongement des accords de Bâle 1 et Bâle 2 avec l'introduction de calcul d'indicateurs de liquidité pour la première fois. Deux indicateurs en l'occurrence, le LCR, donc le Liquidity Coverage Ratio, et le NSFR, Net Stable Funding Ratio, qui est donc une proportion d'actifs liquides sur un an. Et in fine, donc la création des stress tests EBA, encore une fois, en 2011 en Europe. Pour les fonds, c'était un peu plus sur le temps long, disons, avec les premières directives UCITS et AIFM du Parlement européen entre 2009 et 2011. Donc directives UCITS, voilà, premiers indicateurs de VaR, etc. Ce n'est pas vraiment du stress test, mais les directives AIFM font état de recommandations de stress test de marché sur les fonds, sur les asset managers européens. Et donc, je passe vite, on arrive en 2019 au texte de l'ESMA qui donc, je ne l'ai toujours pas dit, est un texte qui recommande aux asset managers européens sur les fonds UCITS de mettre en place à une fréquence qu'elle recommande trimestrielle un stress test de liquidité qui vise à stresser non seulement donc, le passif mais également l'actif et d'en observer les conséquences non seulement sur les coûts de liquidation, mais également sur les horizons temporels de liquidation. Donc on verra, on abordera cette problématique sous ces quatre angles, ces quatre dimensions. Et mise en prod en 2020. Je vais peut-être passer un petit peu rapidement. Alors non, je ne vais pas passer rapidement sur ce slide, simplement pour rappeler qu'une période normale, c'est une période où l'actif, donc l'actif, les achats en fait de titres vifs ou de titres non vifs d'ailleurs, la constitution d'un portefeuille est assez équilibrée avec les passifs constitués de demandes de rachat du fonds par les investisseurs ou de souscription, donc rachat ou souscription, tandis qu'une période stressée est marquée par d'un côté au niveau du passif des demandes de rachat des investisseurs généralement massives et simultanées. On observe principalement, on va observer en fait ces demandes massives et simultanées de rachat sur un jour,
sur recommandation du régulateur, et à l'actif, une hausse soudaine des coûts de liquidation et une hausse également des horizons de liquidité. Donc, il est plus coûteux de liquider son portefeuille et ça prend plus de temps. Alors qu'en face, on a la plupart des investisseurs qui veulent tout simplement récupérer leur part de fonds. Ce qui demande donc aux gérants de tout vendre pour rendre leur cash aux investisseurs, pour ceux qui n'avaient pas la logique. Les indicateurs de suivi des risques de liquidité, donc je les note à droite, le bid-ask spread, le spread de crédit, la volatilité des actifs, le nombre de demandes de rachat, donc on l'a déjà mentionné dans le schéma, les coûts de financement des fonds, coûts de rachat, coûts de souscription, et donc volume des actifs traités et nombre de jours de cotation des actifs illiquides. Donc là, en l'occurrence, on parle plutôt des fonds de fonds, donc des fonds de hedge fund ou de fonds de mutual fund qui investissent sur des actifs plus illiquides. Et donc pour cette classe d'actifs-là, on ne va pas observer plutôt le coût de liquidation, mais l'horizon de liquidation plus particulièrement. Et généralement, ces indicateurs quantitatifs sont associés à certains indicateurs plus qualitatifs, où j'ai relevé la perte de confiance qui est évidente. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en ce moment sur une phase de choc, de stress de liquidité sur les marchés à cause des événements russo-ukrainiens. On sait, de par notre expérience actuelle, que certains fonds font l'objet de demandes de rachat massives et simultanées, généralement inférieures à ce qu'on simule dans nos stress tests, inférieures à ce qui s'est passé typiquement en 2008 ou en 2020 sur certains fonds pendant la crise du Covid. Mais on est aujourd'hui face à ce genre de stress test grandeur nature, disons. Voilà, donc j'ai rappelé un peu brièvement quelques notions de risque de liquidité, un peu de contextualisation réglementaire, historique. On va passer maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, on va présenter la théorie des valeurs extrêmes. Donc je vais laisser Ahmed développer son propos, mais avant je voudrais juste rappeler que c'est la théorie des valeurs extrêmes, on va plutôt l'aborder sous l'angle de la méthode POT, Peak-Out Threshold, qui permet en fait de modéliser, de faire une simulation de queue de distribution extrême d'une série d'événements. Et on va vous expliquer comment on réussit mathématiquement à isoler les événements extrêmes et à en déduire une distribution mathématique qui est censée représenter uniquement les événements extrêmes. On va vous expliquer comment on fait ça et ensuite on vous expliquera en quoi c'est très utile. Et en fait, je peux tout de suite le dire, c'est que non seulement ça permet de synthétiser, d'extrapoler des événements non encore observés, avec un nombre donc de données parfois manquant, ce qui est un gros souci dans le monde de l'asset management, mais en plus, ça permet de calculer des indicateurs avec des formules fermées, ce qui est très important, donc en l'occurrence la VAR et l'expected shortfall, mais on verra ça plutôt dans la fin des slides. Donc je te laisse prendre le relais, Ahmed. Donc là, on va aborder, bonjour à tous, donc là on va aborder la théorie des valeurs extrêmes. Donc, vu que Luc l'a précisé, on va l'aborder sous l'onglet méthode POT, donc Peak Over Threshold, méthode de dépassement de seuil. Donc on peut préciser dès d'abord qu'il y a une deuxième méthode, et nous on a fait le choix de choisir la méthode de dépassement de seuil, vu les données qu'on possède. Donc c'est des données en fait de rachat, donc c'est mieux de les étudier sous l'onglet dépassement de seuil. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord la méthode donc, de maximum par bloc? Donc, c'est de considérer en fait les valeurs, les données qu'on a et on prend le maximum par des blocs donnés. Donc, pour moi, cette méthode serait utile, par exemple, si on serait amené à étudier en fait des maximums annuels, des effets saisonniers, par exemple, donc pour observer le phénomène sur de nombreuses années. Par contre, nous ici, on est en train d'étudier les rachats dans un fonds. Donc, on a opté à utiliser la méthode de dépassement de seuil parce que nous, elle est la plus adéquate pour la thématique et pour le problème étudié. Donc, là, on considère, comme on voit sur le schéma, donc n variables aléatoires x1 jusqu'à xn. Et ce qui nous intéresse à étudier, c'est les dépassements de seuil, le seuil qu'on nomme ici U. Donc, on cherche à estimer et approcher la fonction de répartition des excès définis par la fonction de répartition FU de x.
Donc, la variable aléatoire qu'on va étudier, en fait, c'est la variable yi qui est définie par xi moins u. Donc, on cherche, donc le but du travail qu'on va présenter donc, de la théorie des valeurs extrêmes, c'est d'estimer cette fonction de répartition. Et l'objectif final, comme Luc l'a précisé, c'est d'estimer les quantiles, donc la var et l'expected shortfall, grâce à une formule fermée en utilisant la méthode de POT. Je te laisse. Donc, en fait, donc la méthode de dépassement de seuil nous permet en fait d'estimer la fonction de répartition qu'on a vue dans le slide précédent. Donc, avec un seuil très élevé, suffisamment grand, la théorie mathématique nous permet d'établir que la fonction de répartition FE, donc la fonction relative au dépassement de seuil, converge vers la distribution GPD, qui est définie en fait par deux paramètres, le paramètre d'échelle et le paramètre de queue. Donc, en fait, le paramètre d'échelle sigma, c'est un indicateur de taille de la distribution, donc de taille de la distribution. Par contre, l'indice de queue, c'est celui qui nous permet en fait de voir l'épaisseur de la queue de distribution. Donc, on distingue trois catégories selon la position de xi par rapport à 0. Donc, pour caractériser les lois épaisses, donc c'est pour un xi positif. Et on tombe bien évidemment sur la loi exponentielle pour un paramètre de queue égal à 0. Et la loi de Pareto de type 2, c'est pour les valeurs à queue négative. Donc, donc pour la méthode donc, de peak over threshold, de dépassement de seuil, dépose trois paramètres. Donc, c'est le seuil U et le seuil U ainsi que le paramètre d'échelle et le paramètre de queue. Donc, l'objectif des slides suivants, c'est en fait, d'essayer d'estimer ces trois paramètres et aussi de déterminer une formule fermée de la var et l'expected shortfall. Donc, oui, donc en fait, on est confronté dès le départ en fait, à déterminer le seuil U, parce que comme précisé, on cherche à avoir un seuil U suffisamment grand pour essayer d'estimer en fait, la loi GPD. Par contre, si on prend un U très élevé, on ne pourrait pas avoir assez de données pour estimer les autres paramètres, donc le paramètre d'échelle, le paramètre de queue. Donc là, il y a un biais de robustesse et de précision donc pour la détermination du seuil U. Donc c'est un compromis qu'il faut faire en fait entre un seuil U très grand pour avoir une meilleure précision, mais un seuil U pas très grand pour essayer d'estimer au mieux les paramètres epsilon, xi et sigma. Donc, il y a une seule méthode qui est méthode graphique pour déterminer le seuil U. Donc, c'est une méthode appelée la méthode Hilplot. Donc, pour ce faire, on introduit la fonction d'excès en moyenne qui est définie par la première formule qu'on voit sur le slide. Donc, on voit que l'espérance de la loi GPD en fait, est linéaire en fonction du seuil U. Donc, la méthode graphique consiste à tracer l'estimateur empirique de la fonction excès en moyenne et de déterminer graphiquement le seuil U pour lequel la fonction E de U est linéaire par rapport à U. Donc là, c'est pour déterminer le seuil U grâce à une méthode graphique. Reste encore à déterminer les deux autres paramètres, donc le paramètre d'échelle, le paramètre de queue. Donc, on va utiliser la méthode classique qui est le maximum de vraisemblance. Et donc, en utilisant cette méthode, on obtient deux équations, donc aux deux paramètres xi et sigma. Et pour résoudre ce système d'équations, on utilise des méthodes de résolution numérique telles que l'algorithme de Newton-Raphson. Oui, donc je reprends la parole pour rappeler que, donc, en fait, si on fait ça, si on utilise cette théorie des valeurs extrêmes, l'idée c'est de modéliser les rachats rares. Comme l'a rappelé Ahmed, il y a un compromis à faire entre le placement du threshold U. Il ne faut pas qu'il soit trop haut, bien qu'on ait envie qu'il soit haut, puisqu'on essaye de générer des stress tests. Donc on est en train de simuler des épisodes de rachats extrêmement rares, très peu observés dans l'histoire. Néanmoins, il faut
placer le U suffisamment bas pour avoir une robustesse du modèle et être capable d'estimer les 3 paramètres. Et sans les 3 paramètres, on ne peut pas tracer la queue de distribution GDP. Cependant, on peut quand même mettre un U suffisamment bas, tracer, faire une régression faire la régression pour obtenir la loi de distribution qui collerait à notre jeu de données, et ensuite en déduire une var ou des expected shortfall sur cette distribution. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va simuler une distribution extrême avec un U suffisamment faible, et ensuite, on va en déduire des var et des expected shortfall qui sont eux-mêmes des quantiles extrêmes d'une distribution pas si extrême en fait que ça, parce qu'il nous faut suffisamment de données pour la générer. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais n'hésitez pas à la fin à poser vos questions. Dans ce slide, j'explique rapidement qu'on va. Donc on a pris un fonds anonymisé, je ne peux pas, voilà, pour des raisons de confidentialité, dire d'où on l'a pris. Mais on a donc un historique de NAV, Net Asset Value, en première colonne, date, en première colonne, ensuite donc Net Asset Value, et des rachats et des souscriptions par jour. Le but, donc, on va pour avoir un jeu de données initial, en fait, c'est simplement de regarder le nombre de rachats moins souscriptions divisé par l'actif par jour. Donc en proportion de l'actif, combien on a de rachats en excès par rapport au nombre de souscriptions. Et bien évidemment, on flore à 0 si on a plus de souscriptions que de rachats, parce que ce sont des données qui ne nous intéressent pas. C'est une manière de procéder. On peut aussi se dire qu'on utilise tout simplement la série temporelle des rachats en proportion de l'actif net. Et on aura peut-être d'autres résultats qu'on avait testés de mémoire, mais je ne sais pas si on a les résultats ici, je ne pense pas. Mais c'est une manière de procéder. Donc, ce qu'on est en train de toute façon de démontrer ici, c'est que la TVE peut marcher, mais qu'elle peut être ajustée un peu selon les desiderata et les contraintes qu'on observe chacun au quotidien, quoi, en fonction du fonds ou des clients. Clients de fonds, j'entends. Et donc, on a une variable aléatoire YT, T étant le temps, et on va considérer 3 horizons de liquidité, un jour, entre 2 et 7 jours, donc là, on parle de jours calendaires, et entre 8 et 30 jours. Et donc, on a un tableau comme ça, qu'on va exploiter via Python, donc avec des zéros quand on a plus de souscriptions que de rachats, et des valeurs supérieures à 0 dans le cas contraire. Je te laisse peut-être préciser que tu as fait ça sur Python. Ouais, donc en fait, donc là, les données de fonds, en fait, on les a traitées sur Python pour essayer de déterminer les rachats aux différents horizons. Donc nous, on s'est intéressé à 3 horizons de liquidité, le rachat un jour, rachat une semaine et aussi le rachat un mois. Donc pour les actifs qui probablement seraient moins liquides, bah, ça serait, on pourrait en fait les liquider qu'au-delà d'un mois. En fait. Donc ce qui reste, c'est pour liquider en fait les actifs au-delà d'un mois. Donc, on a traité les données sur Python pour déterminer les rachats un jour, une semaine et un mois. Donc là, pour estimer les paramètres pour les différents horizons de liquidité, donc là, j'ai pris l'exemple de vous présenter le rachat une semaine. Donc, comme précisé dans les slides d'avant, on détermine premièrement le seuil U. Donc, on trace, grâce à la fonction min-excess-function, on trace le graphe suivant. Donc, on détermine, en fait, on cherche, comme on avait précisé, le seuil I grand, mais pas assez grand pour obtenir assez d'observations pour calibrer notre modèle. Donc, on voit quand est-ce que la fonction est linéaire par rapport à U. On détermine le premier seuil U et nous, on voit sur le schéma que c'est 3,5%. Et ensuite, on détermine en fait les 2 autres paramètres d'une manière numérique. On a utilisé une manière itérative donc pour estimer le paramètre de queue et le paramètre d'échelle. Donc, on voit pour un seuil U, on a un paramètre d'échelle à 7,705 et un paramètre de queue à moins 1,365. Et pour valider les
les paramètres qu'on vient de citer. Donc, on peut vérifier graphiquement la pertinence de ces estimations en comparant du coup, la distribution GPD qu'on vient de déterminer et estimer avec la distribution qu'on observe empiriquement. Donc, on a ici le graphe QQplot. On voit très bien, en fait, pour le QQplot, le PPplot, ainsi que la densité et le return level, que les graphes sont tous sur la première bisectrice. Donc, cela dit, en fait, que l'estimation est bonne et que les paramètres calibrés sont aussi bons. Donc, le but ultime, en fait, le but, c'était d'approcher la fonction de répartition des excès avec la loi GPD. Et le but final, c'était de calculer, en fait, les métriques de liquidité, l'AVAR et l'expected shortfall. Et comme Luc l'avait précisé, on obtient une formule fermée selon les trois paramètres seuil, échelle, et paramètres d'échelle et paramètres de queue. Donc, j'ai mis en annexe la démonstration qui est assez rapide et fluide pour déterminer la VAR en fonction des différents paramètres qu'on voit sur le slide. Donc, c'est en fonction du nombre d'observations. Il y a deux autres paramètres pour la VAR. Il y a le nombre d'observations et le nombre d'observations en excès. Mais effectivement, pour l'expected shortfall, ce n'est pas le cas. C'est ça, exactement. Donc, on met tous les résultats. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'était uniquement pour les horizons 2 jours, 7 jours. Donc, on fait la même chose de la même manière pour les autres rachats 1 jour et 1 semaine, et 1 jour et 1 mois. Et on rassemble tous les résultats dans un seul tableau, dans un seul tableau que je vous présente ici dans le slide. On a rajouté aussi dans le tableau les rachats maximum par horizon, juste pour avoir une vision en fait à quel point les quantiles calculés sont proches du maximum des rachats sur les différents horizons. Ouais, je précise que les VAR 99% sont pertinentes pour ce genre d'exercice, moins les VAR 95%, on pourra expliquer en appendice à travers la démonstration pourquoi. Mais de toute façon, c'est un peu ce qui nous intéresse généralement. Dans le monde de l'asset management, on a tendance à regarder les VAR 99%. Donc autant le faire aussi sur des distributions d'événements extrêmes et en l'occurrence de rédemption, de rachat extrêmes. Oui, donc comme je le disais en propos introductif, l'ESMA ne recommande pas uniquement de regarder les horizons de liquidité, mais également les coûts de liquidité. On a déjà rappelé qu'on divisait les horizons de liquidité en 3 horizons. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que on va en fait regarder donc pour 1 jour, pour 2 7 jours et pour 8 30 jours, quel est le pourcentage de rachat qu'on a en conditions stressées, donc à travers la VAR 99 ou l'expected shortfall selon l'indicateur qu'on choisira, en l'occurrence plutôt vers 99%. Et en face, on va devoir regarder combien on peut liquider en proportion de notre portefeuille, des encours de notre portefeuille en conditions stressées. Et on aura donc deux ratios face à face et la différence des deux donnera ce qu'on appelle un RCR, donc un Redemption Coverage Ratio. Ce que j'aimerais juste rappeler, c'est que le coût de liquidité et l'horizon de liquidité, dans notre exercice, dans nos exemples, dans nos simulations, on n'a pas fait deux scénarios différents, donc un scénario qui stresse uniquement le coût et un scénario qui stresse uniquement l'horizon. On a essayé d'intégrer les deux à travers une fonction de liquidation et une seule stratégie de liquidation de portefeuille qui donc en conditions stressées, je le présente je crois dans le slide suivant, ce sera peut-être plus parlant, oui. En conditions stressées, on diminue le pourcentage liquidable assez significativement sur l'horizon, sur chaque horizon. Et c'est une manière en fait de prendre en compte le coût de liquidité. C'est-à-dire que si on augmente notre capacité à absorber un coût de liquidation de notre portefeuille, évidemment, on peut liquider plus rapidement. Cependant, on doit prendre en compte uniquement, on doit se mettre en situation où on doit quand même liquider une certaine proportion du portefeuille
en un jour et pas plus pour respecter typiquement des contraintes d'investissement ou parce que la réalité des faits l'oblige. Typiquement, il y a plusieurs stratégies de liquidation. En général, on en a deux emblématiques. On a une stratégie de liquidation qui consiste à dire je vends tout ce que je peux vendre le plus vite possible. Et on a une stratégie de liquidation qui est très très conservatrice, qui s'appelle généralement Proforma, ou NIR Proforma dans certains cas. Donc on pourra peut-être se rappeler en annexe ce que c'est. Proforma, ça impose en fait au gérant de liquider son portefeuille tout en respectant le poids des actifs qui sont à l'intérieur. Ce qui est extrêmement contraignant. Si on a un seul actif illiquide, même s'il représente 0,1% du portefeuille, et qu'il est totalement illiquide, on peut rien liquider si on suit cette logique-là. Donc voilà, tout ça pour rappeler l'importance de dire que avec le temps, évidemment, on peut liquider plus, mais on pourrait également liquider plus à court terme en acceptant de supporter un coût de liquidation extrêmement élevé, ce qu'on n'essaye pas de regarder ici. Néanmoins, on le prend quand même en compte en diminuant les proportions liquidables en un jour en conditions stressées assez significativement et typiquement sur les large caps actions, on dit qu'on est capable de liquider en un jour 15% du volume quotidien sur 3 mois, donc de l'ATV 90 pour ceux qui utilisent Bloomberg, et 5% uniquement en régime stressé. Évidemment, on baisse ce pourcentage en fonction de la liquidité inhérente initiale au produit. Donc, ce sera plus bas si c'est du mid cap ou du small cap. Pour les obligations, ce sera plus bas si c'est du high yield que si c'est du investment grade. Et pour du convertible, on a mis à dire d'experts un pourcentage intermédiaire. Et évidemment, je rappelle que quand vous voyez régime normal entre 2 et 7 jours, 50%, ça veut dire qu'on peut liquider 50% sur la totalité de la fenêtre temporelle. C'est pas 50% par jour. Voilà, et pour donc tous les autres types d'actifs, on fait l'hypothèse qu'ils nécessitent au moins 2 jours pour être complètement liquidés. Bon, ça c'est vraiment un raccourci très gros qu'on a fait, mais c'est parce que vous verrez que dans notre portefeuille fictif, on n'a pris quasiment aucun actif en dehors des actions et des obligations, ce qui constitue en fait 99% des fonds, des asset managers de la place. Donc c'est assez quand même représentatif. Voilà les portefeuilles fictifs qu'on a créés. Donc comme vous le voyez, 50% d'actions. Non, pardon. Environ 40, enfin je dirais, je me rappelle plus, Ahmed, tu te rappelles de la somme des poids des actions? Non, pas du tout, mais les actions, c'était plus significatif par rapport… Ok. Ok. Petite 5% de cash de mémoire, entre 10 et 15% d'OTC, et le reste divisé un peu équitablement entre actions et obligations avec un petit peu plus d'actions. Distorsion quand même sur les large cap avec un petit peu de mid cap et de small cap pour les actions, et distorsion sur l'investment grade pour les obligations avec un petit peu de high yield. Bon, un portefeuille somme toute classique multi-asset, on va dire, qui est totalement fictif, hein, qui n'est absolument pas inspiré d'un portefeuille existant avec donc un encours total de 100 millions, c'est ça? C'est ça, ouais. Okay. 100 millions d'euros. Donc on a rappelé les volumes 3 mois sur toutes les actions, les market cap, les outstanding amounts pour les obligations, le rating et les noms avec les tickers Bloomberg. On pourra vous envoyer des données si vous êtes intéressé in fine. Donc je te laisse présenter peut-être tes résultats. Ouais, donc là, ouais. Alors juste les résultats que tu vas présenter, c'est combien on peut liquider avec les pourcentages qu'on a définis ici en régime stressé et en régime normal sur le portefeuille fictif qu'on a créé. Donc ça, c'est vraiment totalement indépendant de la théorie des valeurs extrêmes. C'est ce qu'on va mettre en face de nos simulations à la fin. Donc là, en fait, comme Luc l'a bien expliqué, c'est vraiment la méthodologie de l'écoulement à l'actif. Donc là, on cherche à définir en fait un régime stressé à l'actif, comme on l'a défini en utilisant la TVE, donc au passif. Donc là, on a, pour les deux tableaux, en fait, on a appliqué les différentes hypothèses d'écoulement qu'on a définies en fait grâce au tableau que Luc vient de présenter. Donc
Donc, avec le poids de portefeuille et aussi l'encours du fonds, donc il y a 100 millions, on détermine avec les différents pourcentages qu'on avait précisés, les différents, pour le régime stressé ainsi que le régime normal, donc les hypothèses d'écoulement. Et ensuite, pour la seconde partie du tableau, donc la dernière partie, c'est l'écoulement réalisé. Donc, pour le régime stressé ainsi que le régime normal. Donc, si on peut voir. Peut-être lire Ouais, les chiffres parce que c'est un peu petit. ouais. Ouais, je peux le lire si tu veux, mais en régime normal, on peut liquider en un jour 40% du portefeuille, 29,63% entre 2 et 7 jours, 21,11% entre 8 et 30 jours, 9,15% au-delà de 30 jours. Et sur le régime stressé, 27%, 36%, 25%, 11%. Donc là, on peut voir en fait qu'on peut liquider, c'est le but en fait, qu'on peut liquider à l'horizon d'un jour, par exemple, en régime normal 40%. Par contre, en régime stressé, on liquide moins, donc c'est 27%. Donc tous ces résultats qu'on vient de présenter sont c'est des résultats qualitatifs en fait, en utilisant le tableau qu'on a fait Luc et moi en fait, pour essayer d'estimer les hypothèses d'écoulement pour les différentes classes d'actifs, pour les obliques, pour les actions large cap, mid cap, small cap. Donc, le but final, c'est de confronter les résultats de l'actif et du passif. Donc, là, on remarque, on constate que le fonds qu'on a étudié est assez liquide pour faire face aux rachats les plus importants simulés par les différents horizons. Donc, même les rachats maximum sont très inférieurs par rapport aux hypothèses d'écoulement en régime normal et en régime stressé. Donc, chose qui est bien en fait, mais par contre, nous, on a pris donc un portefeuille fictif ainsi que des données d'un fonds anonymisé. Et donc là, une petite remarque, on constate pour l'horizon une semaine, on constate qu'on ne pouvait pas calculer l'AVAR 95% et l'expected shortfall 95%. En fait, dans ce cas, il suffisait de calculer le niveau de confiance qui correspond au seuil U, donc c'était 3,5%, et on obtient un niveau de confiance à 98%. Donc, ce que je cherche à vous expliquer, c'est que les niveaux de confiance qu'on doit considérer dans notre étude pour la méthode POT doivent être supérieurs à 98%, qui correspond au niveau de confiance du seuil qu'on avait déterminé grâce à la méthode Zilplot. Je précise que les résultats au passif qu'on observe sont assez faibles. Enfin, c'est un stress qui n'est pas très important, mais c'est également dû au jeu de données qu'on a pris, qui n'était pas forcément hyper représentatif, qui était fait pré-Covid et qui était assez court. On peut tester sur d'autres jeux de données avec intégration de la crise Covid et de la Russie. Mais néanmoins, voilà, on observe quand même que c'est un exercice assez facile à faire et assez robuste. Est-ce que tu avais terminé sur ce slide? Oui, c'est bon. Okay. Donc, on pourrait aussi proposer une deuxième méthode qui serait la méthode des valeurs extrêmes mixtes. Donc, le but, c'est de garder le modèle GPD pour les valeurs qui dépassent le seuil U, et de fitter d'autres modèles qu'on prédéfinit avant, en fait, pour les valeurs qui sont en dessous du seuil. Donc, le but, c'est d'utiliser la méthode GPD pour les valeurs qui dépassent le seuil et de fitter d'autres modèles prédéfinis pour les valeurs qui sont en dessous du seuil U. Donc, et de choisir ainsi le modèle qui va fitter le mieux les valeurs qui sont en dessous et garder quand même la théorie des valeurs extrêmes, donc la méthode via la méthode POT pour les valeurs qui dépassent le seuil. Et ouais, effectivement, j'ajouterais que dans les stratégies de liquidation et les stratégies en fait, le calcul et le jeu de données qu'on a sélectionné, c'était une manière de procéder. Ce qu'on a fait, donc, c'est on a pris les historiques de rachat sur un fonds et on a fait une simulation sur ça. On a essayé de simuler la queue de distribution extrême des rachats sur ce fonds-là. Ce qui fait que donc, sur un fonds assez récent, en plus de ça, on n'avait pas énormément de données, mais si on fait ça déjà sur un fonds qui a 20 ans d'historique
on aura évidemment plus de données stressées et donc une distribution qui va beaucoup plus loin dans l'extrême. On peut également rajouter des données en combinant plusieurs fonds ensemble. Bon, pas tous les fonds, je pense, de l'asset manager, ça n'aurait aucun sens, mais par exemple, en regroupant par type de client, ce qui est évidemment très, très représentatif, qui est très pertinent, puisque chaque type de client a une propension à liquider plus ou moins forte en fonction des événements conjoncturels ou non. Et donc, on observe assez facilement, et je l'ai observé dans mes expériences passées, il existe une dispersion assez significative entre les pourcentages de rachat max par type de client pendant un même épisode de crise, même sur les mêmes fonds. Donc on peut faire ça. On peut également faire ça par type de fonds, tout simplement. Donc tous les clients ensemble, mais on regroupe les fonds par type de fonds. Parce que pour la même raison, en fait, ça fait partie des facteurs qui vont déterminer une certaine proportion à la liquidation. Et je parle uniquement du passif, encore une fois. Je parle même pas parce que ça ferait sens de manière encore plus évidente sur l'actif, mais même sur le passif, il est évident que par type de fonds, même deux clients différents auraient plus tendance à demander un rachat pour un certain type de fonds plus que sur un autre. Même si deux clients sont banque et banque privée, par exemple, ou banque et assurance. Est-ce que tu as parlé des prédictions de rachat, Ahmed, ou tu veux qu'on skip cette partie? C'est un sujet un peu différent, on peut skipper. Voilà, donc c'est dans les facteurs structurels qui influent sur la liquidité du fonds et qui pourraient nous inciter à appliquer cette méthode de la théorie des valeurs extrêmes via d'autres biais ou sur d'autres dimensions, donc d'autres séries temporelles. J'en liste certains. J'en liste certains ici, une liste non exhaustive. Mais voilà, donc type de client, je l'ai déjà dit, contrainte de gestion, je l'ai déjà dit, puisque ça influe sur la stratégie de liquidation. Idem la stratégie d'investissement. Le type de contrepartie, tout ça c'est principalement sur l'actif. Dans les facteurs contractuels, donc la taille du contrat, on observe une relation convexe entre nominal et risque de liquidité. C'est-à-dire que quand on a un nominal extrêmement élevé, on a une capacité à liquider, mais on a un impact sur les spreads. Et donc, on a peut-être un peu moins de liquidité que si on est un porteur, disons, minoritaire. Et réciproquement, un tout petit porteur aura moins de risque de liquidité du fait de l'effet volume, en fait, tout simplement. On aurait pu également faire catégoriser par type d'instruments financiers, faire des stratégies de liquidation à l'actif. Donc ça, c'est indépendant, encore une fois. Ce qu'on a fait à l'actif, c'est indépendant de notre théorie des valeurs extrêmes. Et on aurait pu regarder la concentration, la corrélation du portefeuille, etc., etc. J'ai rajouté certains facteurs conjoncturels à prendre en compte. Voilà. La démonstration, ouais. C'est une petite annexe pour montrer la démonstration de la formule de la VaR en utilisant la loi GPD. Donc, on estime naturellement la VaR avec la borne inf de la fonction de survie. Donc, et ensuite, on estime f bar de U par le nombre des observations au-delà du seuil sur le nombre d'observations totales, et on remplace directement par la fonction de survie pour la fonction de répartition FU de X, et on obtient directement que la formule fermée de la VaR en fonction des différents paramètres, le paramètre de queue, paramètre d'échelle, le seuil U, ainsi que le nombre d'observations totales et le nombre des observations au-delà du seuil U. Donc, j'ai pas mis comment on démontre l'expected shortfall, mais c'est de la même manière qu'on essaie de montrer facilement l'expected shortfall en passant directement par la VaR grâce à la formule qui relie l'expected shortfall à la value at risk. Merci Ahmed et merci pour votre attention.